Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur un film sorti en 1986 et réalisé par Jean-Jacques Hano. Il s'agit du Nom de la Rose. Vous voulez tout savoir sur ce film? Rendez-vous après ceci. Alors que Le Nom de la Rose vient d'être restauré en 4K et ressort donc en support physique, aussi bien en Blu-ray qu'en DVD, mais aussi également dans certains cinémas, puisque dans le monde indépendant, il est ressorti en version restaurée. Il y a même eu une soirée débat, je n'ai pas pu participer, hélas, autour du film. Et je voulais vous parler de ce film franco-italo-allemand, sorti il y a 32 ans maintenant. En 1980, Jean-Jacques Hano, grand passionné de littérature, découvre le roman de Umberto Eco, Le Nom de la Rose. Après avoir adapté La Guerre du Feu en 1981, il était assez séduit par l'œuvre. Il n'a pas encore fini de le lire qu'il a déjà rendez-vous avec l'auteur et avec la RAI, qui avait acquis à l'époque les droits pour une adaptation en série du bouquin. Arnaud demande donc de l'aide au producteur allemand Bernd Eichinger qui finance ce coûteux projet et 15 versions du scénario seront alors écrites. Le réalisateur d'ailleurs épuisa littéralement de nombreux scénaristes, dont Alain Godard et Gérard Brache. Il faut dire que le pavé de Umberto Eco, que je possède, est une œuvre pas si facile à adapter tellement qu'elle est dense et complète. Et Hano, tout en étant, comme je vous le dis, un grand passionné de littérature, a également le souci du détail. Ceux qui ont vu La Guerre du Feu pourraient le constater. Vraiment, ce film retrace parfaitement ce que l'on savait à l'époque, bien sûr, de la vie des hommes à la préhistoire. Et là, il voulait que ce soit parfait, que ça retrace parfaitement la vie monastériale, on va dire, au Moyen-Âge. Pour son film, il engloutit pas moins de 300 livres sur la vie, l'art et la philosophie au XIVe siècle, afin que les dialogues du film soient le plus juste possible et éviter au maximum les incohérences. Même s'il y en a très très peu dans ce film. Il fait appel également à plusieurs historiens pour vérifier ses notes, les décors, les habits, les objets, les bijoux, les astrolabes, ainsi que les enluminures présentes dans le film. Tout doit passer par l'approbation de Jacques Le Goff, éminent historien médiéviste qui exigera du réalisateur que chaque objet soit réalisé par des artisans à l'ancienne, donc à la main. 3000 dessins de décors sont présentés à l'équipe de consultants et sur les 3000, seulement une centaine seront rejetés. Pour le tournage, Arnaud fait le tour de l'Europe, mais ne trouve pas l'abbaye idéale pour son film. Il se décide toutefois à tourner à Ebersbach, près de Francfort. L'hôpital de l'ancienne abbaye est alors transformé en salle à manger pour les besoins du film. Mais voilà, l'extérieur ne convient pas. Arnaud demande donc à 200 personnes de construire une maquette haute de 8 étages sur un terrain de 5 hectares de l'abbaye. Maquette qui sera entièrement détruite par le feu. Donc, pour les besoins du film, ceux qui ont vu le film et qui ont lu le livre devinent pour quelle raison. Pour le casting, Arnaud ne veut pas d'acteur connu pour jouer Guillaume de Baskerville, mais Sean Connery a su le convaincre et veut absolument le rôle. Jean-Jacques Hano d'ailleurs qui rapporte que Umberto Eco était littéralement catastrophé par ce choix et que les distributeurs du film ne voulaient pas miser un seul centime sur Sean Connery.
Effectivement, à l'époque, en 1986, il faut savoir que l'acteur, ça fait 3 ans qu'il a arrêté le rôle de l'agent 007. Il a tourné que dans Highlander et il est plus ou moins considéré dans le milieu comme un acteur has-been. Il a fallu attendre The Rock pour vraiment qu'il retrouve un peu le succès qu'il avait et qu'il vraiment prouve aux sociétés de production qu'il était autre chose que James Bond. Pour Salvatore, Arnaud pense au comique italien Franco Franchi, du duo Franco et Ciccio, mais le contrat donne le droit qu'à un seul acteur anglo-saxon, donc déjà pris, puisqu'il y a déjà Sean Connery, et l'acteur refuse de se laisser raser les cheveux, coller des plaques de gaz sur le crâne, etc. Donc, Arnaud se rabat donc sur Ron Perlman, qui avait déjà joué avec lui dans La Guerre du Feu, et qui connaissait à cette époque une situation assez difficile. Donc il accepte le rôle, il accepte de jouer le rôle de cette espèce de bossu un peu simplé, qui a un peu perdu la tête. Voilà, je vous laisse, je vous pose pas, vous verrez le film, vous comprendrez un peu ce personnage très particulier. Pour Emilio De Varigine, je sais plus comment ça se prononce, il fait appel à Helmut Kaltinger, alors gravement malade, et qui meurt quelques mois après la sortie du film. Pour George de Burgos, c'est l'acteur russe Fyodor Tchalapen Jr. qui est choisi, bien que parlant le français, mais ne pouvant imposer son accent russe à un personnage espagnol. Il est finalement doublé en français par le comédien Jean Daly. Pour le cardinal Bertrand de Pouget, on prend Lucien Baudard, bien que français, mais qui sera doublé par le comédien Georges Atlas. Enfin, pour le rôle de Azzo, on choisit le jeune Christian Slater, qui n'a que 17 ans à l'époque. Petite anecdote, le rôle de la paysanne qu'on voit dans le film, une paysanne mendiante, devait être tenu par 3 femmes. Valentina Vargas, Valeria Jolino et une actrice espagnole dont je n'ai pas pu retrouver le nom. Le hasard fait que Christian Slater et Valentina Vargas tombent amoureux l'un de l'autre sur le tournage. Slater refuse donc que la scène de la cuisine, qui lui avait été présentée comme un simple baiser, ne se fasse avec une autre personne que sa chérie du moment. Le réalisateur répond alors que c'est parfait et a une petite idée en tête. Il convoque donc Valentina et lui dit que la scène se fera en petit comité, sachant que Slater est puceau, mais que Valentina a un petit peu plus d'expérience que lui. Il demande à la jeune femme d'aller un peu plus loin qu'un simple baiser et de se déshabiller devant Slater. Alors que la scène est en cours de tournage et que tout se passe comme prévu, Arnaud ayant réussi à capter la surprise et l'air paniqué du jeune Christian Slater, qui voyait donc sa petite amie, enfin les seins de sa petite amie pour la première fois, c'est la première fois qu'il la voyait à poil, il dit cut, mais les deux amoureux continuent leur affaire comme s'ils étaient tous les deux dans une chambre, et Arnaud décide donc de laisser tourner la caméra. Si le réalisateur précise qu'il n'y a jamais eu pénétration sur le tournage, quand on regarde la scène, laisse-moi en douter, il donc a laissé quand même la scène tourner, voilà, il a gardé cette scène dans les rushs, il l'a laissé dans le film, tout simplement parce que les deux amoureux se sont, comme dit, laissés un peu emporter, et la scène est vraiment très réaliste. C'est une scène qui aujourd'hui serait impossible, bien sûr, à tourner. Le nom de la rose sort donc en 1986 sur les écrans, sera plutôt bien accueilli par le public. Mais le nom de la rose, ça raconte quoi? Azzo de Melk, moine franciscain, raconte dans son journal un événement qui le marqua lors de son initiation. Il compte donc ce qui s'est passé en 1327 dans une abbaye bénédictine dont je ne révélerai pas le nom. Des moines sont retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses et troubles, et d'aucuns semblent y suspecter l'œuvre du malin. Cette abbaye doit réunir des franciscains et des représentants du pape. À cette époque, les papes d'Avignon, donc pour une confrontation en terrain neutre, puisque les papes d'Avignon, l'église d'Avignon
n'avait pas les mêmes pensées philosophiques que les franciscains. L'un des franciscains les plus importants est Guillaume de Baskerville, accompagné du jeune Azzo, confié par son père au clergé. Tous deux mèneront l'enquête sur des morts mystérieuses. Et très vite, Baskerville découvre que ces morts sont liées à un mystérieux livre interdit. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. Même si le film n'est pas 100% fidèle au livre, qui pour l'avoir lu est effectivement, à mon avis, très dur à adapter fidèlement, ce par l'inceste, comme le dit Arnaud dans le début de son film. Donc, par l'inceste, c'est une œuvre plus ou moins fidèle à l'original, une adaptation libre, voilà plutôt. C'est plutôt assez fidèle à l'œuvre complexe, comme je vous ai dit, d'Umberto Eco. Le nom de la rose correspond à tout point à la définition du cinéma de Jean-Jacques Hano. Le film apparaît comme un film assez unique d'ailleurs dans sa cinématographie, sorte de polar horrifique au cœur d'un conte moyenâgeux, doublé d'une satire sur l'obscurantisme, critiquant la richesse de l'Église qui refuse cet argument pourtant simple et indémontable sur le fait que le Christ n'était que le fils d'un charpentier et qu'il n'avait donc pas l'opulence de l'Église de l'époque. Il dénonce aussi les excès de l'Inquisition, le fait que l'Église est censée tout savoir et le bas peuple doit rester dans l'ignorance, voilà, alors que Baskerville, les franciscains sont plutôt dans le fait que l'Église doit rester humble, doit rester pauvre, doit inculquer la connaissance au peuple. Voilà, c'était un peu le débat de l'époque. Le film prend aussi parfois des allures fantastiques, comme dans la labyrinthique bibliothèque de l'abbaye. Les décors, aussi bien réels qu'en studio, sont magnifiques. Comme je vous dis, les escaliers de la bibliothèque, c'est vraiment le point d'orgue, hein. Le chef décorateur, il s'est lâché, et franchement, mais waouh, on s'y croirait, quoi. La photographie, tout en clair-obscur, est tout simplement superbe. Quant au casting, Sean Connery emmène classe et distance à Guillaume de Baskerville. Slater lui emmène son grain de jeunesse, son inexpérience. Les costumes et la retranscription de la vie monastériale de l'époque est tout simplement superbement bien retranscrit. Le film, en 1987, reçut quand même le César du meilleur film étranger, ainsi que de nombreux autres prix, comme le David di Donatello pour la meilleure direction artistique, pour les meilleurs costumes, pour la meilleure photographie, le Deutscher Film Prize pour le meilleur acteur, Sean Connery, la meilleure direction artistique également, le ruban d'argent pour la meilleure photographie, les meilleurs costumes et la meilleure direction artistique, et c'est pas rien, un BAFTA Awards en 88 pour Sean Connery, donc catégorie meilleur acteur, et meilleur maquillage et coiffure. Niveau note, le film reçoit la note de 7,6 sur 10 sur Sens Critique, 7,3 sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, ça sera 8 sur 10 pour ce film, car la direction artistique est tout simplement grandiose. La bande-annonce nous plonge également dans une dimension épique. L'atmosphère du film est pesante et l'enquête particulièrement prenante. Mais petit défaut pour moi pour ce film qui ne dure que 136 minutes. Et pour moi, c'est un petit peu court, hein. Le pavé d'Umberto Eco fait presque 500 pages sur les annexes. Donc Hano avait pour moi de quoi rajouter facilement 30-45 minutes à son œuvre et ça n'aurait pas été un mal parce que je trouve la fin très rushée par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin. Si vous n'avez pas lu le bouquin, je vous invite à le lire. Alors, attention, c'est d'Umberto Eco, ce n'est pas abordable pour tout le monde, c'est assez dur à lire, mais pour ceux qui aiment lire, allez-y, lisez-le et comparez-le au film, même s'il ne faut pas comparer forcément l'adaptation à l'œuvre. Vous verrez que effectivement le livre est beaucoup plus complet, que l'enquête est beaucoup plus complète, que la plongée, on va dire, dans la vie monastériale est beaucoup plus profonde que le film. Bref, un film qui pour moi a une morale. Ne mettez pas vos doigts n'importe où. J'en ai donc fini avec ce retour sur Le nom de la rose. Dites-moi ce que vous pensez de ce film en commentaire. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!